J'ai 39 ans aujourd'hui. Je suis tombée dans l'anorexie, alors vraiment, véritablement, quand j'ai eu 16 ans. À ce moment-là, j'étais en terminale, c'était l'année de mon bac, donc c'était vraiment une période déjà un peu charnière. Et puis ça a continué jusqu'à quasiment 30 ans. D'où venez-vous? Quelle enfance avez-vous eue? Alors moi, je suis née dans une famille, donc on est 4. J'ai une sœur qui a 7 ans de plus que moi. Et c'est vrai que ça, je pense que ça a compté, parce que du coup, comme j'avais beaucoup d'écart avec ma sœur, et j'étais aussi la toute petite dernière dans ma famille, c'est-à-dire que tous mes cousins germains, ils étaient tous beaucoup plus âgés. C'est vrai que je voyais tout le monde, en fait, franchir les obstacles, finir leurs études, se marier, enfin se lancer dans la vie. Et moi, j'étais derrière, et je me souviens que très très jeune, j'ai toujours eu peur de ne pas y arriver. Une enfance heureuse, je dois dire. Après, c'est vrai que je suis née prématurée, donc j'ai eu une grande période de séparation. Ma maman a eu une grossesse très difficile. Et donc, j'ai passé 2 mois dans une couveuse. Mais alors, à l'époque, je vous parle des années 80, enfin, c'était une vraie séparation. Mes parents n'ont jamais pu voilà, avoir un contact, disons, physique avec moi. Et ça, je pense que ça a été important, parce que quand je suis sortie de la maternité, jusqu'à 3 ans, jusqu'à l'entrée en maternelle, j'ai eu déjà des troubles alimentaires. Ce qu'on appelle communément l'anorexie du nourrisson. Alors ça n'a pas de lien direct avéré avec les TCA, enfin les troubles du comportement alimentaire de l'adulte, mais je pense quand même que, disons, dans les angoisses qu'on a pu se renvoyer, dans les liens d'attachement avec maman, c'est sûr que ça a compté. Et puis ensuite, une scolarité sans problème. Alors c'est vrai que j'étais plutôt en avance, même j'ai sauté le CP. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que j'étais un peu boulotte, que j'aimais pas du tout, mais c'est vrai que mes parents me poussaient à faire un peu de la danse classique, et j'ai eu deux, trois remarques de ma prof de danse, du style faudra arrêter les goûters, bon, les choses comme ça, pas très agréables quand on a 14-15 ans. Mais je dirais que c'est même pas ça, il y avait une espèce de mal-être quand même qui s'est installée un peu à l'adolescence de manière bien avant le début des troubles alimentaires. Et puis j'ai décidé de faire un régime, mais très vite ça a été un régime très très excessif, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose où je me suis dit je vais faire un peu attention. Non, j'ai quasiment arrêté de manger. Et j'ai perdu du poids très vite. Et au début, ça me plaisait. Je me disais que j'avais le contrôle de ce qui se passait. Je contrôlais ce que je mangeais, je contrôlais mon corps, mon poids. Enfin, c'était plutôt, j'en ai ressenti plutôt un mieux-être à ce moment-là. Mais très vite, ça a été un engrenage, effectivement, où là, c'était une obsession sur chaque aliment, du comptage de calories, des petits carnets où je notais exactement tout ce que je mangeais, le nombre de calories qu'il fallait que je mange dans la journée. Assez rapidement, je dirais que j'ai un peu craqué. Je me souviens très bien d'être rentrée un jour du lycée, parce que j'étais affamée, quoi, d'avoir craqué, d'avoir acheté un paquet de gâteaux. J'ai mangé tout ce paquet de gâteaux, en fait, et j'étais tellement obsédée et enragée, en fait, d'avoir manger ce paquet de gâteaux que j'ai eu l'idée de me faire vomir. Et malheureusement, j'ai réussi. Là, en fait, c'est un autre engrenage qui a démarré, quoi. Vous avez perdu beaucoup de poids? En 6 mois, j'ai perdu peut-être 10-15 kilos, quelque chose comme ça. Et puis, il y avait une dépression aussi. Alors, vous voyez, c'est jamais juste un problème alimentaire. C'était précédé par un mal-être, une tristesse, des angoisses, une perte de confiance en moi. À ce moment-là, effectivement, on m'a hospitalisée parce que j'avais perdu tellement de poids que... Donc là, pendant 2 mois, oui, forcément, vous reprenez du poids parce que, en fait, on vous dit, voilà, vous pouvez sortir quand vous avez atteint tel poids. Donc, en fait, moi, je me suis dit, j'ai plutôt intérêt à reprendre du poids, à faire ce qu'ils me disent. Et puis après, comme ça, on me foutra la paix, entre guillemets. J'étais pas du tout dans le soin, j'étais un peu dans le déni de ce qui se passait. Assez vite après, ça a recommencé. Et puis après, j'ai commencé médecine. Et vous réussissez du premier coup? Le fait de réussir ma première année de médecine, ça m'a donné un peu confiance. À partir de la deuxième année de médecine, les symptômes alimentaires, ils n'avaient pas complètement disparu, mais ça a été un peu mieux à ce moment-là. Mais j'étais toujours quelqu'un qui me mettait énormément de pression, j'avais toujours peur de ne pas y arriver. Et en fait, face à ces peurs et face à ces angoisses, ils avaient une fonction je crois, d'éviter le risque. C'est un peu comme si, vous voyez, la meilleure façon de ne pas rater un examen, ça serait de ne pas le passer. La meilleure façon de ne pas risquer de rater sa vie, quelque part, c'est de ne pas la vivre. Les gens que vous côtoyez ne vous disent rien? Pour pas qu'on remarque trop que je mangeais pas, quand j'étais avec mes parents ou avec des amis, je mangeais relativement normalement, en me disant, de toute façon, voilà, après j'irai me faire vomir. Je ne supportais pas, en fait, qu'il y ait quelque chose qui rentre dans mon corps et de pas le... Enfin, j'étais obsédée par me dire, dès que je mangeais un truc, je me disais, ça va me faire grossir. Ça me faisait du bien de vomir, c'est terrible de dire ça, mais il y a un côté, ça me soulageait, en fait, tous ces symptômes me soulageaient. Quelles autres conséquences cette maladie avait sur votre vie de jeune étudiant? J'étais régulièrement dans le rouge parce que je dépensais énormément d'argent pour... Ah oui, c'est quand vous faites des crises, vous achetez des quantités de nourriture absolument phénoménales. Quand je passais en fait à la caisse, j'avais l'impression que j'étais une mère de famille nombreuse. Je voyais cette caissière passer les... Et je me disais, mais ouais, mais en fait,
C'est atroce en fait, parce que vous ne pouvez pas faire autrement que d'acheter tout ça et vous avez honte, mais vous avez une honte terrible. C'est terrifiant. Et puis après, vous rentrez chez vous, vous êtes en fait seul chez vous, et puis vous vous gavez, et puis vous faites vomir, et puis ça recommence. Et donc c'est comme une addiction. On voit, il y a un alcoolique, je pense, qui pourrait dire exactement, enfin, une personne addicte à l'alcool pourrait dire exactement la même chose. C'est là où il faut bien comprendre que l'anorexie c'est aussi un message que j'aimerais faire passer sur les troubles psychiques. Ce ne sont pas des choix, c'est jamais un choix. C'est une contrainte en fait, c'est une contrainte qui s'impose. Vous terminez votre internat de médecine en mai 2017 après 13 ans d'études, dont 3 ans au cumulé d'hospitalisation pour vos troubles du comportement alimentaire. Comment êtes-vous à la fin de vos études ? J'étais vraiment pas bien. J'avais un poids qui était très bas, des crises de boulimie purée quotidienne. Vous pesiez combien ? En gros, je naviguais entre 33 et 40 kilos. En pesant 40 kilos au moins, vous vous voyez ronde ? Je dirais qu'effectivement, quand on se regarde dans la glace, on se voit jamais assez maigre. C'est pas évidemment c'est pas un délire, quoi. C'est-à-dire que vous voyez dans le miroir, vous n'êtes pas en train de délirer, en train de vous voir énorme. Mais vous auto-persuadez tellement, vous êtes tellement dans un comportement autodestructeur, faut toujours être plus maigre, faut toujours être plus maigre, faut toujours être plus maigre. Enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, c'était très violent. Et on était toujours obsédés, effectivement, par 100 grammes de plus, c'était la catastrophe. Au bout de 10 ans, franchement, quand ça fait 10-15 ans que vous faites vomir tous les jours, après chaque repas, moi vraiment je me disais non, je m'en sortirais pas. Je disais même plus à mes parents que j'allais m'en sortir, alors qu'au début je leur disais non mais je vais arrêter, je leur disais je vais promis, je recommencerai pas, mais on y croit en fait. Mais sauf qu'au bout de 10 ans, on se dit qu'on va essayer de vivre avec le moins mal possible. Enfin, les idées suicidaires, j'en avais quotidiennement. Donc je pouvais pas avoir un train sans avoir envie de me jeter dessous, quoi. Bon, alors je continuais parce que je me disais qu'en fait, il faut tenir pour terminer les études de médecine. Et puis tout le monde me disait ça. Je dois dire que j'étais extrêmement bien entourée. C'est-à-dire que les doyens de la fac de médecine, les chefs de service, etc., ils étaient très contents du travail que je faisais. Ils me disaient, mais non, mais il faut absolument que tu continues. Donc ça aussi, il y a eu des regards quand même qui m'ont quand même aidée malgré tout, même si j'étais vraiment dans le gouffre et la base et la boue, comme je dis souvent. En fait, les gens qui savent vraiment ce qui se passe, ils se comptent sur les doigts d'une main. Dans ces troubles-là. C'est là où je dis qu'il y a un silence, il y a la lourdeur du silence qui est tellement dure en fait aussi à porter. Les gens si ils se rendent compte que c'est pas normal d'être aussi maigre, que voilà, mais ils savent pas exactement le gouffre en fait que c'est. Puis vous le cachez évidemment, vous n'allez pas arriver comme ça à raconter. Enfin, c'est des choses qui sont irracontables. En fait, l'enfer il est dans les détails les plus sordides qu'on peut pas trop raconter. Vous inventiez des choses pour justifier votre maigreur ? En fait, vous êtes tellement pris dans votre addiction et tellement pris dans votre comportement pathologique que pour le pérenniser, à un moment donné, il faut mentir. Moi, le nombre de fois où j'ai dit à mes parents que j'allais bien alors que ça allait pas du tout. Enfin, vous voyez déjà vos parents qui se maintiennent à flot difficilement, donc vous n'allez pas en plus en rajouter. Quel est l'élément qui vous a mis sur le chemin de la guérison ? En septembre 2017, je dépose mes parents à l'église. Mon père me dit tu vas pas rester là comme ça à attendre. Juste pour situer, je grandis dans une famille pour qui la foi avait quand même toujours eu sa place. Mais moi personnellement, c'est quelque chose d'assez abstrait en fait qui m'avait jamais vraiment rejoint. Et moi ça faisait des années que j'avais pas mis les pieds dans une église. Je suis quand même rentrée et en fait c'est là que j'ai rencontré le curé de la paroisse à l'époque et je l'ai vu foncer vers moi. Et j'ai eu un moment un peu de panique en me disant qu'est-ce que je vais faire. J'ai failli foutre le camp comme on dit, mais je dois dire que en fait la rencontre avec ce prêtre elle a été quand même importante parce que je pense que c'était une oreille extérieure. Puis surtout c'était quelqu'un qui me regardait pas uniquement au travers de mes troubles, m'a sorti un peu de l'isolement, puis ça m'a fait renouer avec certaines choses spirituelles, donc ça m'a donné quand même un peu tout ça, ça m'a donné un peu d'élan et en parallèle j'ai passé ma thèse de médecine. Ça, c'était aussi hyper important. Et puis, ça a suivi aussi la mort de mon père. La mort de mon père, en fait, m'a précipité, enfin, c'est bizarre de dire ça encore, je me dis paradoxalement, m'a précipité sur un chemin vraiment de vie. Une dynamique intérieure qui a pris de plus en plus de place, en fait, de plus en plus de force, jusqu'à me faire basculer, en fait, de la destructivité dans laquelle j'étais, vers des forces créatrices de vie avec la même intensité. C'est ça qui était le plus prégnant, c'était comme quelque chose un peu en miroir. C'est Sainte Thérèse qui dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et là, il y a eu une espèce d'évidence que lui, s'il allait vers cette vie-là, c'était là qu'il fallait que j'aille aussi, quoi. Finalement, c'est une expérience de conversion, mais c'est pas tant la conversion au sens, disons, strictement religieux du terme, que la conversion au sens d'un retournement vers la vie. Vous êtes complètement guérie ? Oui, je suis complètement guérie.
C'est de quelque chose qui m'est devenu complètement étranger. C'est aussi incroyable que ça puisse paraître. C'est sorti complètement de ma tête. Je suis complètement beaucoup plus en adéquation avec mon image, ça c'est clair. Quand je me regarde dans un miroir, je me trouve trop maigre, par exemple. Donc, alors que j'ai 10 kilos de plus qu'avant et qu'avant, je me trouvais trop grosse. Donc, en fait, tout a été complètement, complètement inversé, quoi, en fait. Hein. Avez-vous témoigné auprès de vos confrères médecins de ce que vous avez vécu? Bah oui, j'ai eu l'occasion effectivement de témoigner, alors notamment enfin, dans les services de psychiatrie avec des soignants de psychiatrie. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont besoin d'entendre que des gens qui ont des troubles effectivement comme j'avais, très enquistés, très chronicisés, peuvent toujours s'en sortir même au bout de 10, 15 ans de maladie. Je pense que pour eux, c'est précieux de pouvoir entendre ça parce que, en fin de compte, on ne connaît pas très bien, on ne sait pas très bien soigner ces troubles. C'est des troubles qui sont extrêmement complexes, qui sont plurifactoriels, qui sont difficiles à soigner, difficiles à appréhender. Je pense que la médecine fait des choses, mais après, ce qui soigne vraiment, effectivement, c'est ce que la vie, elle fait autour. Et ça, c'est les rencontres, c'est des choses... voilà, moi, dans mon cas, il y a eu la spiritualité qui a été effectivement un puissant facteur de résilience, mais tout ce qui peut nourrir l'intériorité, ça, je pense que c'est très important. Il faut qu'il y ait quelque chose à un moment donné qui se produise, une expérience extrêmement forte, transformante d'une certaine manière, et qui a, en tout cas, moi, ébranlé vraiment les murs de cette prison intérieure. Moi, je dois dire que mon psychiatre, je ne connais pas d'ailleurs ses convictions, mais dès que je lui ai commencé à lui parler, parce que je lui disais des choses extrêmement fortes, hein, par mail souvent, hein, c'est là où j'ai commencé à écrire, jamais, enfin, il a tout de suite pris la perche et tiré le fil, vous voyez, enfin, je sentais vraiment qu'il attendait que ça, c'était une ouverture. J'ai toujours l'exemple de ma voisine de chambre qui était comme moi, enfin, qui avait vraiment une anorexie hyper grave depuis 20 ans et qui s'en est sortie parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Et maintenant, elle est maman d'une petite fille, alors même que la médecine lui avait dit qu'avec toutes ces années d'anorexie, bah, fallait songer à l'adoption parce qu'elle n'arriverait jamais à avoir un enfant. Et puis, voilà, les miracles de la vie, quoi. Donc, en fait, il y a ce que la médecine fait et puis il y a tout ce que la vie fait autour. Ça, jamais la médecine ne pourra complètement appréhender ça. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté aussi de la psychiatrie, c'est que c'est pas une science exacte. Ils travaillent, les psychiatres, sur la complexité de l'être humain. Vous faites un lien entre le culte de la maigreur entretenu par les mannequins sur les podiums ou dans les magazines et l'anorexie? Qu'il y ait des facteurs socio-culturels et ce culte de la minceur qui puisse être un facteur précipitant pour certaines personnes, oui, sans aucun doute. Après, que ce soit une cause absolue de l'anorexie, ça certainement pas. L'anorexie, ça a été tellement décrit il y a très longtemps et par des périodes où la mode, elle n'était pas du tout à la minceur. Hein. Ce qui pose problème, c'est aussi une société où voilà, il faut toujours être performant, une société très individualiste, une société, qu'on veuille ou non, en perte de repères, en perte de sens. Ça, c'est aussi des facteurs qui peuvent expliquer, pas à eux seuls en partie, le problème est tellement complexe que de toute façon, on ne peut pas avoir une explication simpliste. Hein. On a vu que l'anorexie avait surtout augmenté, enfin les troubles alimentaires, les troubles psychiques, ils ont explosé après le Covid. Hein. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tout événement qui va bousculer en fait, l'équilibre mental de certaines personnes qui peuvent être un petit peu plus fragiles, et ben, va soit aggraver des troubles qui étaient enfin, ça va être un peu un facteur précipitant, on pourrait dire. Mais en tout cas, c'est clair que quand vous privez des gens de liens sociaux, quand il y a toute cette angoisse, c'est clair qu'il y a eu beaucoup d'angoisse. C'est pas anodin, en fait, l'équilibre mental, c'est un équilibre fragile. Hein, donc parfois, un petit grain de sable. Et pourquoi plus chez les jeunes? Ils sont à un âge charnière où il se passe beaucoup de choses, où il y a des problématiques relationnelles, il y a des problématiques familiales, il y a des problématiques professionnelles. Donc c'est des périodes d'incertitude, c'est des périodes où justement, là encore, on est beaucoup balancé entre la peur et la confiance. Après, je pense qu'il faut que les politiques, pour le coup, prennent la mesure des problèmes psychologiques chez les jeunes et de l'insuffisance des structures de soins. Pour les TCA, c'est dramatique. Hein. Ils essayent, il y a eu l'échec psy et tout ça, donc ils font des choses quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'on part de tellement loin, quoi, surtout en psychiatrie. Hein. Quand vous allez dans des centres d'aide psychologiques pour les étudiants, il y a des listes d'attente pas possible. Et pour les troubles alimentaires, c'est pareil, il y a des listes d'attente hallucinantes. Même si c'est bien de réduire la mode, enfin les mannequins trop maigres, etc., pour le coup, il y a aussi d'autres priorités qui seraient effectivement de donner les moyens à la psychiatrie de fonctionner normalement.